32 chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook. Allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Bonjour, l'édition du 16 juillet 2022 sur la lutte entre deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'ensemble de la lutte, moi-même DJ Holiday. Hello, buongiorno, signor Marco. Bienvenue à un autre podcast entre deux chaises de métal. Une bio, garde ta voix là, une bio. Biographie sur le modèle Rick Martel. En toute arrogance. Oui, attends un petit peu. Oui. Ok, c'est beau. T'as mis une coupe de shot, là? Ouais, le chambre. Parfait. Attention, tu mets ça dans ton œil parce que ça marche pas. C'est vrai, ça. On s'en parle plus tard. Mais pour l'instant, évidemment, bonjour. Ça va bien tout le monde? Ben, ils te répondront pas. Ils écoutent le podcast en différé, eux autres. Ah, ils me disent que oui. Parfait. Ah, ok, parfait. Ils vont bien. Oui, ils vont super bien. Ils disent bonjour. Mais sinon, on a une grosse fin de semaine la semaine passée. Oui, une grosse fin de semaine. On a rencontré du monde bien intéressant. Hein? On s'est fait des amis. Oui, on s'est fait des ennemis aussi. Surtout ben moi, non, comme d'habitude. Toi, on sait bien, hein, monsieur Sourire. Ben, pas là pour serrer des mains, moi, même si... Ben, un petit peu, là, quand même. Là. Ouais, c'est ça. Bref, on a eu beaucoup de plaisir à la ACW, la Apex Championship Wrestling, avec plein de bons combats, évidemment, avec un très bon main event avec Brian Pillman Jr. qui a affronté le Suicide Justin Turnbull. Ouais, ça salue. Premier champion de Suicide Jesus. Premier champion de l'histoire de la ACW, ouais, avec, évidemment, son prochain challenger, Just Setty, avec Kid Chocolate, Mo Jabari. Un autre qui va me donner le goût de manger. Un excellent lutteur ontarien, avec un très beau gear de lutte, surtout. Il lutte principalement en Ontario? J'imagine que oui. Mais il vient de Calgary. OK. Ouais. Parfait. Ça doit être un chialeux, ça. Non, il était fin, il nous a serré la main, en plus. Oui, un chic type, ce Kid Chocolate. Avec un sourire. Pas tout le monde qui est comme ça. Non, hein? C'est de quoi tu parles. Parfait. Mais, ouais, c'est ça. Oui, fait que, évidemment, on a tout de quoi rajouter avant qu'on passe où on est disponible sur la Apex Championship Wrestling qu'on a été voir. Ben, moi, j'étais content parce que j'ai vu celui qui a la meilleure entrée du Québec, la meilleure musique avec Talk Talk. Kevin Brien, il était au podcast. Hey, une excellente entrevue, hein? C'est pas Talk Talk. La tune, c'est le groupe Talk Talk. Ben, c'est ça, Talk Talk. Moi, j'ai ça de même, Talk Talk. Tu dis juste le nom du groupe, tu dis pas le nom de la tune, toi. Ben, c'est pas important. Ok, parfait. Talk Talk, Kevin Brien. Pas dur, là. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de talk avec lui, hein? On a eu bien du fun. Ouais, ben, on a eu Matt Seidel, évidemment, que toi et lui, vous avez pas mal jasé. Moi, j'ai plus écouté. Puis, sinon, on a reçu un de mes amis. Ben, en fait, un gars que je pensais que c'était mon ami. Un gars qui a monté dans mon estime beaucoup. Ouais, FTM, Beast King, puis Luna Pobachon. C'est ça. Fait que je pensais qu'on était des amis, mais il a décidé qu'il connaît ma peur des serpents, évidemment, puis il m'a pitché son animal femelle sur moi. Habituellement, ça ne me dérange pas. Ouais, mais cette fois-là, non. Je suis très déçu. Ça a brisé mon cœur. J'essaie de m'en remettre depuis ce temps-là. J'en ai perdu la voix tellement que ça m'a brisé le cœur, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Ceux qui sont sur YouTube peuvent voir que tu as un magnifique bandeau maintenant. Oui, ben mon chum Matt Jackson m'a envoyé ça cette semaine. Un bandeau d'Elite. On sait que moi et les Bucks, on est de même. Ouais. Matt Jackson qui s'est blessé lors de Dynamite, mais on texte régulièrement. Un de mes bons amis, un des meilleurs lutteurs single et tag team, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier, hein? Ben oui, certainement.
Puis évidemment, allez voir les entrevues qu'on a faites avec tous ceux qu'on a nommés tantôt à la ACW sur YouTube. C'est disponible, même c'est toutes les plateformes aussi audio. Comme évidemment, on parle de YouTube pour vidéo, mais aussi sur audio, il y a Apple Podcast, Spotify et Balado Québec. Oui, un podcast déjà très populaire, évidemment, avec des invités de qualité qu'on avait, c'est un peu normal. Oui, on va à la fin du podcast, après notre vidéo sur Rick Martel, on va parler d'un événement qui s'en vient bientôt à Montréal, avec une séance de dédicace avec un lutteur qu'on vous disait tantôt. Non, mais tu peux le dire tout de suite. Ben non, je le dis à la fin. Ben, tu le diras à la fin aussi. Ben là, OK, je peux le dire tout de suite. Là. Attends une minute. J'allais te relancer là-dessus parce que c'est toujours le fun de savoir ça au début, mais on le dira au début et à la fin. Fait que, je vais te lancer avec la photo en premier. Oui. Comme tu disais, il y a un événement qui s'en vient. Ben oui, le 18 septembre à midi, oui. dans le Firehouse de Firestorm de la Live Wrestling Auctions, on a Bill Eadie, évidemment mieux connu sous le nom de Axe Demolition, mais il a fait aussi de Mask Superstar puis une des Machines. Fait que, comme vous voyez à l'écran, ben, pour 40$ chacune, d'avoir une photo d'une de ceux-là, autographiée par Bill Eadie lui-même. C'est 40 chacune ou 2 pour 60$. Bon deal, bon deal. Oui, très bon deal. Et évidemment aussi, on a une promotion qui va aller avec ça. Oui, si vous êtes fan dans 2 chaises de métal, ça vaut la peine. Oui. Et oui, ben, comme on voit avec la LWA, on a une petite promotion. C'est chaque novembre qui vont aller voir la LWA soit dans une auction à leur premier achat ou avec l'encan de Bill Eadie de Axe Demolition. Vous allez avoir un cadeau surprise. Fait que ça va être une figurine, des cartes à collectionner, un magazine. Vous allez avoir un beau cadeau. Aussitôt que vous allez sur une des encans ou à voir Axe et dire que c'est Andreas de métal qui vous envoie, ouais, ça va faire. Vous allez avoir une belle petite récompense pour suivre le podcast et aller sur LWA. Oui, c'est bien important de mentionner que vous avez vu cette promotion-là de Entre 2 chaises de métal, fait que ça va vous donner le privilège que TJ vous a mentionné. Puis parlant de LWA... Avant de le faire, je vais m'habituer à dire mieux que ça, avec d'où pas. Oui, parce qu'on va quand même relancer ça quasiment à chaque semaine pour ce qui va nous mener directement jusqu'au 18 septembre, où on va être sur place, TJ et moi, évidemment. Puis parlant de la LWA, ben, il y a un événement hier, mais il y a un événement demain qui s'en vient, hein, TJ? Un événement qui m'intéresse particulièrement. Oui, toi, je sais que tu m'as suivi dans la collection des Hasbro. Exactement. Mais évidemment, ouais, ça, comme vous pouvez voir à l'écran sur YouTube, en fond, c'est une soirée Hasbro avec, il va y avoir peut-être des green cards, peut-être des Minton cards, des affaires signées, toutes des Hasbro, évidemment. Puis évidemment, pour ceux qui sont sur qui connaissent un peu l'histoire des Hasbro, là, les Hasbro avec la green card, on peut appeler ça comme ça, c'est ceux qui sont les plus durs à avoir, hein, les plus dispendieux. Ça peut aller même des fois pour juste une figurine en bon état, c'est pas des genre 400-500$. C'est vraiment des affaires qui sont vraiment chères pour les collectionneurs. Puis parmi eux autres, on a les Smoking Guns, entre autres. Oui, Smoking Guns, 1, 2, 3 Kid. Ouais. Yokozuna, version avec le pantalon noir. Ouais. Et aussi Crush et Ludwig Borga, si je ne me trompe pas. Oui, il attend. Faudrait que je l'achète un jour. Ben, faudrait tout que j'achète un jour. Oui, moi aussi, mais c'est beaucoup d'argent pour les plus dispendieux, évidemment. Connaissant Joe McCausey et Firestorm, on devrait avoir des beaux Hasbro à cet encamp-là. Ouais, des belles surprises, fait qu'aller voir ça demain soir à 7h, je pense. Oui, exactement. Puis on vous relancera le rendez-vous à la fin du podcast sur la bio de Rick Martel. Parfait. La soirée que les plaisanteries sont terminées. Mais Marc, es-tu prêt pour la bio, mon petit Marco? Oui, mais là, je vous avertis tout de suite, j'ai une toux. Fait que si ma voix est bizarre ou je tousse, je ne vais pas tousser dans le micro, évidemment. Mais ça devrait être correct. Je devrais livrer la marchandise parce que je suis convaincu que tu es un grand fan de Rick Martel aussi. Oui. Évidemment, on aurait adoré avoir Rick Martel au podcast. On a eu M. Raymond Rougeau qui était vraiment, pour nous autres, on the top of the list. Allez voir ça. Ouais, mais Rick Martel, puis rien contre Rick, c'est que Rick ne fait plus d'entrevues. Il s'est retiré du monde de la lutte. Écoute, le gars il a eu une grosse carrière, il a le droit de se reposer avec sa famille et tout. Mais on aurait adoré parce que c'est un des lutteurs qu'on a le plus le goût de rencontrer. Mais bon,
On espère qu'il va écouter le podcast. On espère qu'il va apprécier l'hommage rendu à M. Rick Martel. Ouais. Si ça se rend évidemment à lui, on le remercie beaucoup. Sa très belle carrière qu'on a vraiment aimé beaucoup. Ouais, vraiment. Merci pour tout. Et de ce pas, on va y aller tout de suite avec la biographie sur Rick Martel, mieux connu sous le nom aussi de Richard Vigneault, son vrai nom. Fait que un beau nom. C'est parent avec Alain, tu penses? Non, je pense pas que ce soit le petit-neveu de Gilles non plus. Non, parce que Rick, c'est un gagnant comparativement à un coach qui a échoué en finale de la Coupe Stanley, hein, TJ? T'as commencé bien cette vidéo-là. Ouais, c'est pas ça que ta bio. Rick a commencé à travailler, à lutter très jeune, à un bas âge comme à peu près tout le monde, mais a fait le saut dans la lutte professionnelle assez rapidement, vers la fin de ses 16, début 17 ans. Dans le fond, c'est un peu par erreur, mais pas tant que ça non plus, parce qu'il a remplacé un gars qui était blessé sur un show qui avait aussi comme, je pense que c'était promoteur ou associé son frère, qui était aussi un lutteur, Mad Dog Martel, qui était en équipe avec Frenchy Martin, l'équipe Les Mercenaires. Fait que, tu as déjà vu lutter? Hein? Je pense pas, là, Frenchy puis... Non, mais Frenchy Martin, oui, j'ai vu lutter, là. Mais avec le frère de Rick Martel, non, j'ai jamais vu. Mais justement, il en parlait justement à Raymond dans l'entrevue qu'on a faite avec lui du frère de Rick Martel. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est un tag team avec Frenchy Martin. Frenchy Martin qu'on a connu aussi au commentaire plus tard avec Édouard Carpentier, entre autres. Un très bon duo de commentateurs au Québec. Oui. Tu sais, puis je sais que beaucoup de monde entre nous connaît Rick vraiment à la WWF dans ses débuts. Mais Rick Martel avait voyagé pas mal avant d'aller à la WWF et il avait lutté partout à travers le monde dans les gros marchés de lutte comme entre autres Porto Rico puis au Japon. Puis ça l'a grandement aidé Rick parce que quand il est arrivé même à sa première entrée à la WWF, il était déjà un lutteur quand même aguerri. Fait que c'est quelque chose qui a beaucoup aidé Rick Martel dans son développement. Rick Martel, qui a été une figure très populaire au Québec aussi. On va revenir un petit peu plus tard avec justement la lutte internationale qui était un gros territoire de la lutte dans le temps. J'ai checké une couple de matchs d'ailleurs de lutte internationale. Là. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Allez voir sur YouTube, il y en a quand même pas mal. Je vais vous suggérer des trucs tantôt. Mais Martel a remporté des titres à travers le monde, comme je disais, remporté des titres à la Stuart Stampede Wrestling, à la NWA All-Star Wrestling, puis a remporté des titres aussi au Japon et à Porto Rico. Donc, déjà là, titré à un très jeune âge, puis évidemment, avec la beauté de Rick Martel, le charisme, on ne peut pas s'attendre à moins d'un gars comme... Qui était agile, hein, il était rapide, Rick. Oui, ben oui. Ça, c'est ce que j'aime. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup des lutteurs. Les lutteurs athlétiques, là, c'est quelque chose qui vient me chercher pas mal. Mais Martel pouvait faire tous les styles de lutte. Il pouvait brawler, il pouvait faire du high flying, il pouvait faire de la technique. Il était pratiquement bon dans toutes les facettes du jeu, dans le fond. Oui, puis évidemment, son charisme, on l'a découvert vraiment plus avec The Model plus tard. Mais il y avait quand même déjà quelque chose qui nous donnait une indication qu'il allait devenir quelque chose de très grand dans le monde de la lutte. Deux gros enjeux, mon TJ, pour Rick Martel à ses débuts, pas à ses débuts, mais en 1975 environ. Évidemment, un visa de travail, c'est jamais facile à obtenir pour travailler aux États-Unis ou ailleurs. Fait que le visa de travail était un gros enjeu. Et la deuxième chose, un point commun avec moi de temps en temps, la langue. L'anglais n'a pas été facile pour Rick Martel. Il répondait souvent par des réponses courtes, tu sais, oui, non, puis thank you, puis tu sais, c'était vraiment, puis beaucoup de lutteurs qui vont dire que c'est pas tellement grave parce que la lutte, c'est un langage universel. On le voit avec des gars comme, pas Del Rio, mais Andrade qui avait de la misère avec son anglais, puis est capable de faire des matchs solides contre des gars qui parlent anglais. Fait que... Ouais. Je sais pas pour toi, là. C'est quelque chose qui t'aurait dérangé, toi, lutter contre quelqu'un que tu comprends pas? Ben, ça dépend. Si c'est un gars qui a de l'expérience, un peu moins. Mais si maintenant c'est un gars qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui ne parle pas l'anglais ni le français, là, j'aurais peut-être un peu de misère avec. Mais en même temps, la lutte, c'est une affaire plus facile à faire parce que ça reste une affaire physique. Tu veux juste dire le long de la prise. Ouais. Tu vas être correct dans le fond, tu sais.
Mais bon. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, mais Rick Martel s'est quand même très bien débrouillé malgré la barrière de la langue, comme je disais tantôt. Avant de faire ses débuts en Amérique, Rick Martel a eu une nouvelle très triste parce qu'il s'en allait faire ses débuts dans la lutte professionnelle. Puis, je vais vous montrer la photo sur YouTube. Son frère Michel, qui est décédé après un show à Porto Rico. Donc, puis Rick l'a souvent dit dans les entrevues, puis que son frère, c'était une inspiration, que c'était un mentor, que c'est souvent son frère, son idole, c'est son frère qui appelait après ses matchs ou après quelque chose d'important pour savoir le pouls. C'est souvent lui qui le calmait, tu sais, c'était son backbone, là, carrément. Là. Fait que ça a été très, très, très dur pour Rick de perdre son frère, évidemment, comme n'importe qui perd un membre de sa famille, qui est proche aussi, puis qu'il l'a aidé dans un milieu qui n'est pas facile. Ceux qui pensent que c'est facile le milieu de la lutte, détrompez-vous. Il y a plusieurs obstacles, comme beaucoup de choses dans la vie, mais c'est un milieu quand même assez difficile à percer. Surtout dans les années 70, 80. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Mais Rick Martel, c'est un combattant, c'est un vrai. Fait qu'il avait un rêve, il a continué son rêve. Il a pris les conseils de son frère, puis il a run with it, comme on dit. En 1980, Rick Martel a fait ses débuts à la WWF. Il a commencé sa carrière en solo, évidemment. Mais quelques mois plus tard, il a été rapidement placé en équipe avec qui, mon cher TJ? Avec Tony Garea. Avec Tony Garea, qui a remporté 2 fois les titres par équipe à la WWF. C'est quand même en peu de temps, là, vraiment. Fait que 2 fois les titres par équipe avec Tony Garea. Il avait battu les Wild Samoans pour remporter le titre la première fois. Puis, à quelques reprises, il y a eu des matchs back and forth, mais la dernière fois qu'ils ont perdu les titres pour de bon ensemble, Tony Garea et lui, c'était contre M. Fuji et M. Sato. Oui. Ouais, M. Fuji, d'ailleurs, parenthèse, on parlait de la LWA tantôt. Finalement, c'est moi qui l'ai eu, le LGN de M. Fuji, fait qu'il m'attend au show chez Firestorm. Hein? Ouais. Lors d'un enquête, je t'avais dit que j'avais bêté sur un M. Fuji. Là. Ouais. Ben, c'est ça, j'ai un M. Fuji qui m'attend. Ah, OK. Fait que je suis bien content de ça. Je veux juste corriger un petit peu. Tu as dit Sato tantôt, mais c'est Saito. Saito, excuse-moi, c'est ça. Mais ça, c'est à cause de la gorge. Non, non. C'est pas vrai, je te niaise. Fait que Saito et M. Fuji. 2 ans plus tard, en 1980. Hein? Oui. Mais le pire, c'est que j'étais pour le dire, là, mais on a fait un Twitch là, une couple de semaines, puis on a vu ce combat-là où il y a le title change qui est arrivé contre M. Fuji et M. Saito. Puis le finish était vraiment écœurant. Là, c'était quoi le finish déjà? Pendant que Rick Martel faisait un crossbody dans la troisième corde, pendant qu'il sautait, M. Fuji a lancé du sable, du sel dans les yeux de Martel, puis il est tombé sur le gars en crossbody, il a renversé en pin. C'était écœurant comme finish. Ouais, c'est vrai. On avait écouté, pour ceux qui ne savent pas, on a aussi un Twitch qu'on a délaissé un peu dernièrement, mais qu'on va revenir bientôt. Fait que, on écoute souvent des vieux matchs comme ça. Fait que c'est super intéressant. Justement, Rick Martel et M. Fuji et compagnie, on avait écouté ça. Puis tous les liens qu'on fait Twitch, c'est tout dans notre page, dans la vidéo YouTube. Fait que suivez ça là-dessus. Ouais. 2 ans plus tard, en 1982, Martel s'enligne avec la AWA. Évidemment, Martel va être une star aussi de la AWA. Il obtient une année phénoménale avec des matchs de qualité. Il obtient même le titre AWA World Champion, puis il détient pendant plus d'1 an et demi. Puis qu'à ce moment-là, à cette année-là, 1982, plusieurs personnes dans le monde de la lutte disent que Martel a fait peut-être les meilleurs matchs de la lutte professionnelle en 1982 pour la AWA pour défendre sa ceinture, un champion de grande qualité. Pendant que TJ nous montre Rick Martel, Hasbro. Version AWA. AWA, c'est vrai, exactement. Le Remco. Oui, pendant plus d'1 an et demi, champion. Un champion, un fighting champion, ça, c'est très, très important de le mentionner, dans ces années-là surtout. Fait que, bien fier de ça pour Rick Martel. En 85, dans un match historique, puis ça, je l'avais vu, je l'avais entendu parler, j'ai écouté le match aussi avant de faire la biographie. Dans un combat AWA Champion contre NWA Champion au Japon, Rick Martel a affronté
le Nature Boy Ric Flair dans ce que, évidemment, Ric Flair dit qu'ils ont volé le show. Ric Flair dit ça à chaque fois qu'il y a sa carte anyways. Mais ça, c'est de la photo, ça. Ça, c'est de la photo. Ça, c'est de la légende. Ça, c'est des champions respectables. Puis j'ai écouté le match, mesdames, messieurs, puis je vous le dis tout de suite, je vous conseille souvent des matchs à la fin. Récemment, j'ai commencé à faire ça avec les biographies. Puis ça, c'est un match que je vous conseille. Un grand classique de Martel contre Ric Flair que je ne savais même pas, avant de faire mes recherches, que ça existait. J'ai jamais vu ce match-là, j'ai entendu parler, mais je vais aller voir, vu que tu le conseilles. Ouais, puis plus tard, en fouillant aussi, j'ai vu Ric Flair, un podcast qu'il a fait récemment, dans la dernière année, qui parlait de ce match-là. Puis il y a eu un autre match aussi entre Rick Martel et Ric Flair à Montréal, dans le territoire, où justement il y avait Gino Brito et Dino Bravo, qui l'international, qui dans le fond, qui avait le territoire montréalais. Puis là, Ric Flair a un peu shoot dans le sens qu'il n'a pas blâmé Martel, il a été smart, mais il a dit qu'ils n'ont jamais voulu mettre Ric Flair over dans ce match-là, mais en même temps, c'est en territoire québécois, fait que je comprends un peu pourquoi. Fait que je ne sais pas si c'est de la faute à Brito, à Bravo ou à Martel. J'en doute fort que ce soit Martel. Là. Martel était là pour lutter, il n'était pas là pour prendre des décisions. Là. Pas son genre, Martel, je pense. Je le connais pas personnellement, mais je pense que c'est le genre de gars qui était pour mettre bâton des roues du monde backstage. J'ai pas entendu de mauvaise histoire vraiment sur lui. Non. Puis c'était le main event, évidemment. Puis c'est un match-là, apparemment, qui a commencé à minuit et quart le soir. Fait que, il était très, très tard pour un main event. Les enfants dormaient ses parents avec la cigarette sûrement dans la gueule dans ce temps-là, hein, ces années-là. Hein. Un bon café. Là. Ouais, peut-être. Non, c'est jamais. Fait qu'allez voir ça, Rick Martel contre Ric Flair, champion contre champion. Puis, je vais parler un peu de lutte internationale. Je ne vais pas y aller en détail parce que je ne connais pas tout de lutte internationale. Évidemment, je n'étais pas là puis je n'ai pas écouté 1000 matchs de lutte internationale. Mais je vous dis tout de suite que peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, on va peut-être essayer de faire un spécial. Vu que la lutte québécoise, on en parle souvent dans la dernière année aussi. On va peut-être essayer de fouiller dans la lutte internationale. Peut-être avoir un invité aussi qui a connu un peu le gâteau. C'est le gâteau qu'on dit? Encore une année de bouffe, là, encore. Là. Ah ouais, tout le temps la poutine, la bouffe. Il y a juste à part du gâteau qu'on dit. Mais j'ai à part le match que je viens de vous parler de Montréal, j'ai deux autres affaires à vous parler à propos de lutte internationale puis de Rick Martel, évidemment. Rick Martel a fait équipe avec Bravo contre les World Warriors à lutte internationale. Allez voir ça sur YouTube, c'est disponible. Match que j'ai écouté aussi. World Warriors, en ce temps-là, ça a toujours été une bonne équipe, mais il était shapé pas à peu près. Là, la musculature, c'était assez violent. Ben, pas violent dans le sens hardcore, mais violent dans le sens stiff. Là. Physique, ouais. Ouais, allez voir ça. Puis un autre segment que j'ai trouvé quand même pas pire, c'est que Rick Martel avait un char, puis Michael PSA, mon préféré, a détruit l'auto de Rick Martel à lutte internationale. Fait que j'ai trouvé ça drôle de mentionner ça parce que j'avais jamais vu ça. Fait qu'en fouillant, j'ai trouvé ça. Allez voir ça sur YouTube, là, marqué lutte internationale Rick Martel, vous allez trouver plein de petits trucs, plein de petits bijoux sur ça. Tu peux bien avec McMahon, lui. Qui ça? Michael Hayes. On parle pas de McMahon, c'est pas son. On n'est pas là pour McMahon. Non, c'est ça. Le 20 octobre 1986, Rick Martel fait son retour à la WWF et il va faire équipe avec Tom Zenk et vont former la Can-Am Connection. La Can-Am Connection, oups, c'est pas la bonne équipe. Je l'ai-tu? Je pense que je ne l'ai pas. Non, je n'ai pas la photo, désolé, je vais essayer de la rajouter. Fait que la Can-Am Connection, formée de Tom Zenk et de Rick Martel, évidemment. C'était deux pretty boys athlétiques qui étaient favoris de la foule. À un moment donné, même la WWF avait pensé mettre la Can-Am Connection, les top babyface pour être au sommet de la division par équipe. Puis à ce moment-là, TJ, la division par équipe, ça voulait dire quelque chose à la WWF. Ouais, les laines de noblesse. Ouais, chose que je trouve un peu plate parce que la division par équipe, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. La Can-Am Connection s'est battue. On n'a pas fait un review il n'y a pas longtemps de ça? Mais il était à WrestleMania 3. Je veux que tu en parles de ça. Oui, il était en équipe, évidemment, les deux contre Cowboy Bob Orton et Don Morocco.
Ouais. Puis, ils ont gagné le match. C'était l'opener en plus du WrestleMania 3. C'est quand même quelque chose de pas évident de faire l'opener d'un gros show comme ça. Mais non, ça a quand même été un bon match dans l'ensemble. Évidemment, ça n'a pas été un classique parce que c'est un match de WrestleMania 3 au début du show. C'est pas quelque chose censé voler le spectacle tant que ça. Mais ils ont fait une très bonne job. Puis c'est Callum Gregson qui a un lover à la fin du match comme qu'il devait. Fait qu'il il y avait le vent d'un voile, puis il y avait un gros push qui s'en allait pour eux autres jusqu'à temps que la catastrophe arriva. Ben, ils ont battu Morocco et Orton, c'est ça, hein? Oui, à WrestleMania 3, ils ont gagné le combat. Ouais. OK. Fait qu'ils ont été réguliers. Ils ont même eu deux title shots contre la Hart Foundation, Tom Zenk et Martel. Ouais. Des title shots qui ont eu lieu dans des house shows. C'était des shows non télévisés. Fait que si vous dites, il me semble que j'ai jamais vu ça, ben c'est normal parce que ça n'a jamais été diffusé. Sûrement qu'il y a ça sur les collisions vidéo ou quelque chose du genre, j'imagine. Ouais, ou peut-être des vues de Primetime Wrestling, peut-être, ça se peut aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, des dark matchs. Mais c'est ça. Avant de devenir les top, il s'en venait de devenir les top babyface, comme je disais, mais M. Tom Zenk, lui, en a décidé autrement parce qu'apparemment, qu'il se plaignait que Rick Martel gagnait beaucoup plus d'argent que lui dans le tag team, chose qu'il n'a pas accepté. Rick Martel a toujours, lors d'entrevues ou de shoot, interview, a toujours nié le fait qu'il gagnait plus que Tom Zenk. En même temps, ne m'aurait pas dérangé que Rick Martel gagne plus que Tom Zenk. Je pense qu'il est un petit peu meilleur. Oui, en effet, mais Tom Zenk n'était pas mauvais non plus comme babyface à l'époque aussi. Là. Ouais. Fait que Tom Zenk, lui, est retourné au Japon. Faire une coupe de combat. Puis il y a même eu un passage à la WCW, ce qui est devenu The Z-Man. Je me trompe pas. Oui, The Z-Man, oui. Ouais. The Z-Man Tom Zenk. Fait que, c'était un mid-card babyface. C'était pas rien de spécial. Là. Ouais. Fait que, évidemment, il fallait un remplaçant pour Rick Martel pour former une autre équipe. Et là, je sais que tu vas être très, très content de parler de ça parce que, écoute, un de tes lutteurs préférés. Souvent, tu finis le show, pas souvent, tout le temps, tu finis le podcast avec un fameux Arriba. Oui. Donc, Rick Martel et Tito Santana qui vont former Strike Force ensemble, une équipe très dynamique, une équipe qui ressemblait beaucoup à Tom Zenk puis Rick Martel, quasiment un copier-coller, mais moi je préfère Tito Santana de loin à Tom Zenk. Évidemment, c'était le fun aussi la façon que l'équipe s'est formée. Là. Dans le fond, c'est évidemment, au début de Tom Zenk, avant qu'il parte, il y avait une rivalité avec ces deux-là, puis les Islanders, Aku et Tama, avec Bobby Lynn dans leur coin. Puis évidemment, quand Zenk est parti, il y avait Martel qui était souvent le 2 contre 1 contre eux autres. Puis à un moment donné, pendant, je pense, c'était soit Superstars of Wrestling ou Wrestling Challenge, il y avait un combat justement où Martel était un peu dans mal, on peut dire ça en bon québécois. Puis que ça donnait une vue de l'aider. Fait que c'est là que l'équipe s'est formée. Fait que non, puis disons que les combats qu'ils faisaient après ça, Islanders contre Strike Force, c'était des très bons combats aussi. Il y avait souvent ça des house shows, par exemple. C'était pas de quoi tu fais des visites tant que ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûr qu'il y a une couple de matchs comme ça qui existent soit sur YouTube, sur le network. Là. Mais non, ça faisait des très, très bons matchs. Puis évidemment, comme tu as dit, Santana puis Tom Zenk, c'est comme comparer des pommes puis des oranges. Oui, exactement. Tito Santana, pour moi et pour toi, est de loin supérieur à Tom Zenk. On s'entend là-dessus. Puis quelque chose que Santana et Martel ont fait que Tom Zenk et Martel n'ont pas réussi à faire, puis ça, c'est de remporter les championnats par équipe ensemble. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que une autre chose qu'ils ont réussi à faire, c'est que, comme je l'ai montré tantôt, ils ont battu la Hart Foundation aussi pour remporter les titres. Puis après ça, Strike Force était partout, là, les magazines, le monde s'arrachait Strike Force, puis avec raison, puis je trouve ça cool, hein, en plus, la ceinture tag team, c'est la ceinture qu'on a connue des années de l'Attitude Era, je pense que c'est la même, fait que je trouvais ça cool de voir ça, une belle ceinture. La plus à Golden Era. Ouais, Golden Era plus. Ouais. Mais c'est ça, là, il était vraiment rendu des gros babyface. Strike Force, je pense que c'est une des très, très bonnes équipes que la WWF a produit, selon moi. Pas loin, je sais pas, je pourrais dire top 10. On peut-tu y aller top 10 ou il y a tellement d'équipes? Non, c'est pas top 10. Là. Ça a été trop court pour que ça soit top 10. Là. OK. Peut-être un top 20? C'est dur à dire, hein? Ça dépend de chacun. Même encore, il y a beaucoup de tag teams qui ont par après, que, pas juste à la WWF, mais un peu partout ailleurs, là, qui étaient meilleurs qu'eux autres. Là. Mais je te dirais que
peut-être pousser le top 25, top 30, mais à part ça, je pense pas qu'ils. Tu sais, c'était une très bonne équipe, là, mais les équipes qui ont surpassé par la suite beaucoup plus. Là. Ouais. Puis malheureusement pour Strikeforce, ils ont perdu les titres à WrestleMania 4 contre une excellente équipe. On en parlait en entrée de podcast tantôt de Axe de Demolition, mais ils ont perdu les titres contre Demolition à WrestleMania 4. Peux-tu me parler un peu de ce match-là, TJ, WrestleMania 4? C'est un match que je n'ai pas écouté, par contre. J'en ai écouté beaucoup, mais celui-là, je ne l'ai pas écouté. Ouais, ben c'était un match correct. Là, c'était pas de quoi de si bon que ça. C'était quand même. Ben, c'était pas si bon, c'est pas un knock sur le match. Là. Mais disons que Demolition en heel était correct, mais sans plus. Mais non, c'est un bon match là, quand même dans les circonstances. Puis évidemment, Demolition a gagné le combat. Fait que, évidemment, en trichant, je pense qu'il avait utilisé la canne de M. Fuji dans le dos de la Il avait frappé. Je pense que c'est même Rick qui s'est fait battre, je pense, parce qu'il avait la prise du crabe de Boston. Pendant que le dos tourné, évidemment, d'un coup avec sa canne, fait qu'il a comme cassé dans son dos, puis ils ont profité de gagner les titres par la suite. Puis évidemment, Demolition a gagné les titres, mais c'est non sans hasard parce que Rick Martel a été scripté off de la TV par la suite parce que sa femme était malade, donc il est allé au chevet de sa femme pendant plus de 6 mois pour aller prendre soin de sa femme. Fait que c'est honorable, évidemment. Là. Il y a des choses plus importantes que la lutte et les ceintures par équipe, la famille et son amoureuse. Donc c'est ça. Au retour, par contre, Rick Martel a été réuni évidemment avec Strikeforce, où ils ont fait un match WrestleMania 5, et là, comme en bon québécois, la mort de poignée, mon TJ. Ah, ça, c'est un million. Qu'est-ce qui s'est passé à WrestleMania 5? Mais dans le fond, il y avait un match, évidemment, c'était les Brainbusters, Arn et Tully Blanchard, Arn Anderson, évidemment, qui ont affronté Strikeforce dans le match retour, dans le fond, de l'équipe ensemble. Puis pendant le combat, malheureusement, Santana a frappé Martel avec son Flying Forearm. Fait qu'évidemment, pendant que Santana mangeait à voler 2 contre 1, ben Martel, il vendait qu'il avait mal à la face puis tout. Mais sauf que quand l'autre, il voulait faire la tag, il s'est juste poussé. Fait qu'évidemment, le heel turn a commencé. Puis ça en est suivi une promo excellente avec Rick Martel, avec Mean Gene backstage. He's a loser. Je l'ai carry toute ma carrière. He's just a big loser. Avec l'accent québécois, là. Ben, c'est ça. L'affaire, c'est qu'on pourrait dire Rick Martel a de la difficulté avec son anglais, mais la transformation de ce heel turn-là au personnage de The Model par la suite, avec l'accent québécois, je trouve que ça rajoute un petit charme au personnage. Ouais. Tu sais, c'est avec l'écharpe, puis tu sais, qui fait un peu français. Fait que... Puis il a dit en plus dans la promo que c'est sûr que ce soit un gentleman parce que ça aurait pu être payé pour Twitch au Santana. Ça, j'ai aimé ce télégraphe. Et de là est né, évidemment, le personnage préféré de tous. Là. Oui, vas-y. Mais oui. Mais c'est pas tout de suite. Non, c'est ça. Il y a quand même une couple de mois là, avant qu'il devienne vraiment le modèle. Là. Ça a plus duré par début 89, là, l'affaire de Model. Là. Mais après le WrestleMania 5, puis entre ça, puis un petit peu, je dirais, sur Earth Series à peu près, là, il était quand même. Juste Rick Martel, il était arrogant, mais il n'était pas le modèle là, avec le petit macaron, puis les lunettes, là, puis le beau petit soupe. Mais je voulais pas y aller non plus mois par mois dans le sens que tu sais, après la transition de heel, là, mais ouais, tu fais bien de le mentionner là, parce que c'est un peu comme l'affaire d'Austin qu'on disait qu'il est né cette journée-là, mais. C'est comme un mythe, là, comme quoi que. Aussitôt qu'il a été un heel, il était le modèle, mais. Mais non, il y a une transition, là, ça s'est pas fait du jour au lendemain, évidemment. Ouais. Mais tout le monde connaît Rick Martel pour son rôle de The Model. Je veux dire, tu sais, nous autres, on est mi-trentaine. Je pense que Rick Martel, c'est là qu'on l'a connu, The Model. Évidemment, moi, déjà, à un jeune âge, quand j'écoutais la lutte, j'étais déjà attiré par le heel. T'sais, mis à part peut-être Austin, là, que tout le monde aimait parce que c'était Austin. Là. Encore là, Austin n'était pas tant face non plus, là, c'est ça. C'est le pire babyface ever. Ouais, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Mais... Ouais, je sais. Mais Rick Martel, c'était un de mes personnages préférés. Un de mes heels préférés ever. Pour vrai, là, j'exagère même pas, mais dans le top 10 de mes heels préférés. Puis j'en ai aimé des méchants, là, tu le sais. Puis en plus, c'est un gars de chez nous, fait que c'est encore mieux. Ouais. The Model est né un peu plus tard. Il a recroisé le fer au Survivor Series, justement, contre Tito Santana, parce que chacun avait leur équipe.
Écoute, peux-tu me parler de cette équipe-là un peu? Mais ça, je pense que c'est l'année d'après, par exemple. C'est pas en 91, ça. Oui, c'est l'année d'après, parce qu'avant, Rick Martel avait quand même éliminé Tito Santana. Oui, mais dans le fond, le match en tant que tel que tu parles, c'était l'année d'avant, 90, ou en 89, pardon. Ah, mais je vais attendre avec cette rivalité-là avant, parce que j'ai oublié de parler après le personnage de Rick Martel, on est allé aussi avec l'arrogance qu'on parlait au début, le parfum qui a été introduit dans le personnage de Rick Martel, qui est quand même très important, on s'entend. C'est comme une petite touche supplémentaire qu'il y a eu. Mais tu sais, Survivor Series d'après, celui avec Santana, c'était lequel, ça? C'était 89? 89, ouais. En fond, c'était le Dream Team, l'équipe de Dusty Rhodes. Dusty Rhodes, Brutus Beefcake, le Red Rooster. Et Tito Santana, qui ont battu les Enforcers, qui était l'équipe de Big Boss Man, Rick Martel, évidemment. Honky Tonk Man et Bad News Brown. Hakim. Non, Bad News Brown, Hakim était censé aller dans le combat, mais c'est fait remplacer par Bad News Brown. Non, parce que Hakim a quitté, je pense, après ça. Ah ouais, ok, je pensais qu'il était aux abords du ring, parce que je n'ai pas écouté ce match-là. Non, il était blessé. Soit je ne sais pas s'il a quitté ou il était blessé, mais il n'était pas là. C'est Bad News Brown qui a pris sa place. Il a fait un angle au début du match, comme quoi il s'entendait pas avec ses partners, puis il est parti. Mais non, c'est vraiment sur Martel, comme tu as dit, il a piné Tito pour commencer le combat. Fait que c'était pas il était pour s'avoir encore une couple de fois dans le futur, là, mais ça a commencé vraiment à dire que qui était vraiment pas être couché là-dedans, c'était pour être Martel. Là. Ouais, puis tu sais, ça s'est fait. Ça, c'est une affaire qui m'énerve un peu, même aujourd'hui, puis dans les années modernes de WWE. C'est que des fois, tu tiens peut-être quelque chose de plus gros, mais on dirait que t'éteins ça tout de suite, t'éteins le feu, puis il se passe plus rien par la suite. T'es avec nous autres, TJ? Ouais, t'es là? Oui, non, c'est parce que je check mes notes à côté aussi. OK, parfait. Mais là, on va faire une transition parce que là, tu as parlé du Survivor Series match, mais je voulais transférer avec l'arrogance parce que l'arrogance a eu un rôle important dans une grosse rivalité qui est venue par après. Puis là, après ça, on va pouvoir y aller plus tard avec le Survivor Series, mais c'est une rivalité que j'ai regardé une couple de matchs aussi et que je vais vous déconseiller de regarder un match en particulier dans cette rivalité-là. Je vais vous nommer un gros match au début, on pourra parler un peu plus de la rivalité après. Évidemment, c'était Rick Martel contre un autre qui traîne son serpent que j'aurais eu peur. Oh ouais. Jake Roberts, Rick Martel à WrestleMania. Quand tu parles de gros matchs puis de star power, pour moi, Roberts Martel, c'est parfait. Et là, l'arrogance qui est venue en ligne de compte dans cette rivalité-là, parce que, évidemment, Rick Martel a aveuglé Jake Roberts avec son arrogance. Puis, il y a des images quand même assez dégueulasses de ça, là, si vous écoutez sur YouTube. Ben oui. Avec l'œil de Jake Roberts dégueulasse. Mais ça, c'était un work, là, on s'entend. Là. Oui. Il ne s'avait pas fait aveugler pour vrai. Là. Non. OK, parfait. Parce qu'on ne sait jamais. Là, ça aurait pu un accident aurait pu arriver. Là. C'est sûr. Pas quelque chose que. Ça rien après avec ça, ça aurait pu. Puis toi, Rick Martel contre Jake Roberts, c'est-tu quelque chose que. Mettons que. Je sais que sur le moment, tu ne l'as sûrement pas écouté parce que c'est en 90. Mais c'est quelque chose, c'est un match qui t'appelait, ça? Ou moi, je pense que un match avec Jake Roberts, c'est jamais banal. Là. J'ai l'impression. 91, je veux dire. 91, hein. Ouais. Ben oui, évidemment. En plus, Jake, c'est un des gars les plus populaires de la fédération à l'époque. Fait que un gars comme Martel, c'est super facile de faire une rivalité avec un bon heel et un bon face. Là. Puis non, l'histoire comme quoi, je sais que le match ça fait critiquer avec raison, celui de WrestleMania 7. Là. Ouais. Mais en même temps, c'est juste le match en tant que tel est logique dans le sens que l'autre il a vu l'aveugler. Fait que l'autre il manque un œil. Fait que pour que ça soit égal pour les deux, faire un blindfold match, c'est sensiblement la meilleure affaire que tu pourrais faire. Là. Même si l'exécution n'a pas été très bonne. Mais d'un côté, participation de la foule, le match était vraiment bon parce que la foule, évidemment, embarquait. Il disait il est là. Ouais, c'est ça. Tu chauffes, tu brûles, t'es froid. Moi, on avait bien du fun avec ça. Fait que, évidemment, non, le match, t'as un côté purement lutte, t'es pas bon. Mais c'était pas censé être un match comme ça. C'est un match pour que la foule soit dedans puis qu'elle aide le face à gagner. Puis que, évidemment, le babyface ait l'avantage à la fin de la feud. Puis on a vu d'autres dans les années modernes. Moi, j'ai un match en particulier que je pense entre Triple H et Eugene, un blindfold match qui a eu lieu.
Je sais qu'il y en a une couple d'autres. Là. Moi, c'est ce match-là qui me vient en tête. On s'entend que Triple H et Eugene, tu savais que Triple H voyait. Là. Je veux dire, il faisait tous ses moves on time, puis que on savait que c'était juste pour niaiser Eugene. Tandis que Rick Martel contre Robert, ben, les deux étaient blindfold pour vrai. Fait qu'il y avait moins d'interaction. Comment je pourrais dire ça? Une interaction qui ça a l'air vraiment d'un match de lutte. Là, ça avait juste vraiment l'air de deux gars qui se voient pas. Ouais, c'est ça. Sinon, comme je dis, c'était la meilleure façon de finir une feud côté storyline, mais côté match, c'était pas écœurant. Mais bon, c'est des choses qui arrivent des fois, malheureusement. Mais ils ont eu un match Survivor Series avec chacun qui était le capitaine de leur équipe aussi. Ben, oui, c'était justement avant le match de WrestleMania. Avant, c'est ça. On a été un petit peu en avant, mais c'est juste au mois de novembre, Survivor Series. Puis, c'est justement, je pense que l'équipe de Rick Martel, c'était les visionnaires. Avec évidemment la photo que tu as montrée tantôt, là, avec Power Glory et The Warlord. Oui, exact. Qui avait affronté l'équipe de Jimmy Snuka, Jake Roberts, évidemment, puis les Rockers. Oui, c'est vrai. Ouais, pour la première fois de l'histoire de Survivor Series, il y a un clean sweep. Ça veut dire que toute l'équipe a survécu. Puis sur cette photo-là, on voit évidemment quelqu'un que tu as oublié de mentionner tantôt. Ah, attends, je vais te le laisser, là. Oui, un petit peu d'histoire avec Martel après son heel turn. Oui, tu peux en parler, je te laisse, Slick. Oui. Fait que dans le fond, c'est ça, il y avait, pour évidemment, comme tous les bons heels de la WWF à l'époque, il fallait qu'il y ait un manager. Fait que, évidemment, comme tout le monde, ils l'ont pas mis avec Bobby Heenan, ils l'ont pas mis avec Jimmy Hart, mais ils l'ont mis quelqu'un d'aussi bon, même meilleur, je dirais. Quelqu'un de plus cool encore. Et j'ai nommé Slicksta Brother. Ça fait rire avec ton mal de gorge. Oui, fait que ça, c'était son manager. Ça n'a pas duré trop longtemps. Là, non. Parce qu'évidemment, ils se sont rendus compte que Martel avait besoin vraiment de Slick pour parler. Exact. Puis, évidemment, aussi, après que l'association Slick soit terminée, mais, il avait commencé à leur packager en modèle avec, évidemment, ces belles petites vignettes qu'il avait sorties pour son parfum. Puis, évidemment, il y en a un qui conduit un auto, il y en a un qui joue au tennis. Puis, cette promo-là va toujours me faire rire parce qu'au début, il donne un coup avec sa balle, puis il dit à l'autre, practice. Un promo vignette. On parlait de ceux de quand que Razor Ramon est décédé, on a fait un spécial sur Twitch, on parlait beaucoup des vignettes de Razor Ramon, on les avait fait jouer. Là. Mais celle-là, le modèle que tu parles de tennis, oui, c'est une des meilleures vignettes d'arrivée d'un lutteur. C'était pas une arrivée, mais c'était un repackage de Superstar. Sinon, il y avait aussi qui était sur un cheval. Oui. Puis, une autre que j'avais bien aimé aussi, c'est qu'il est back en train de se pratiquer. Genre, il s'entraîne, puis il monte son arrogance, puis il y a deux filles qui pop-up du sol, puis il part avec. Là. Un peu comme un Val Venus, mettons. Là. Ouais. Il jouait pas au. C'est quoi le sport, là, avec juste la boule, puis tu tapes dessus avec un marteau, là? Le croquet? T'as le cricket, non? C'est pas le cricket? Je sais pas. Le sport de riche en cheval, là, c'est pas ça qu'il faisait? Ou il y avait juste son cheval? Là? Je pense qu'il y avait juste son cheval, je pense. OK. Ouais, mais je me souviens pas c'est quoi le sport. Je pense que c'est cricket. Croquet, je pense pas. Croquet, je sais qu'il y a des gâteaux, là, croquet. Oui, je savais que ça pouvait tomber là-dessus. Mais non, je sais pas moi non plus. Hein? OK, parfait. Je sais pas moi non plus. Mais on parlait du match Survivor Series avec le Clean Sweep, c'est que dans ce Survivor Series event-là, il y avait quand même un privilège parce que je pense que chaque équipe, après ça, s'affrontait dans un gros match. Là. Ouais, dans le fond, le main event, c'était tous ceux qui ont survécu les matchs, tout le peu au complet. Ils s'affrontaient dans un combat Ultimate Survival, qui appelait. Ouais. Mais sauf que ce qui a donné là-dedans, c'est qu'évidemment, comme l'équipe de Martel, tout était au complet, il était 4. Ouais. Fait que pour compléter l'équipe, il y a Ted DiBiase qui avait fini son combat en étant le seul Survivor en battant Bret Hart. Wow, hein? Oui. Ben, en tant que Bret Hart, c'était plus un tag team wrestler, puis il commençait tranquillement pas vite. Sinon, il y avait battu Bret Hart. Là. Ouais. Hey, Ted DiBiase, Bret Hart. Oh, oui, tellement pas. Peut-être que tu te fais à l'envers. Là. Mais okay. Puis, ouais, c'est ça. Parce que c'était l'équipe qui était composée d'eux autres en finale. Ouais. Puis, il avait affronté, évidemment, qui dit WWF mieux que les années 90, on sait déjà qui va être dedans. Là. Hulk Hogan, évidemment, du côté des gentils. Ouais. Puis avec le Warrior, puis aussi Tito Santana pour faire boucler la boucle avec évidemment Martel. Ouais. Martel, ça a fait... qui n'a pas survécu dans l'équipe des Faces. Ouais, puis Martel, ça a fait malmené par Hogan puis Warrior dans ce match-là assez rapidement. Martel, justement, il s'est poussé. Ouais, C'était lui puis DiBiase contre Warrior puis Hogan à la fin.
Puis Ouais. il a laissé DiBiase tout seul. Fait que... Ouais, c'est ça. Il a bien fait. C'est ça. Ah ouais, Fait tu trouves que, qu'il a bien fait de laisser ton tête tout seul? ben, tu sais, je veux dire, en même temps, quand tu sais que Hogan puis Warrior au bord, je T'as des l'aime, restés. Ted. Je l'aime, Ted, mais je l'aurais probablement laissé là, moi aussi. Là. Ah, on voit comment que t'es. Je suis pas un gars d'équipe. Ma peau en premier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que Martel Roberts, là, dans le fond, on a parlé de ça. Ils se sont rencontrés plus tard. Ils se sont poursuivis plus tard. Excusez-moi. Au Rumble. Ils se sont rencontrés plus tard au Rumble de l'autre année. Martel avait éliminé Roberts dans ce match-là. Puis Martel avait eu si je ne me trompe pas, avait un record, je pense, de 53 minutes à l'époque qui était resté. Exactement. 53 minutes. C'est Il avait ça, hein? battu le record, puis il s'est éliminé Ouais. par le Bulldog. Ouais, Ouais. exactement. Fait que Rick Hardman, à ce moment-là, ça, c'est quand même très cool là, pour. Ben oui. Là, on parle de Rumble 92, je pense, ou 11? Ça, c'est 91. Ouais. 91, ouais, parce que 92, c'était le fameux Rumble avec Ric Flair, où c'était toutes les grosses stars, un des meilleurs Rumble ever, selon plusieurs, non? Ouais. Puis un fun fact en plus dans ce match-là, évidemment, aussitôt que Martel est arrivé, ben, il était pour Ric Flair en premier. Parce qu'évidemment, il s'était pour battre son record puis évidemment l'éliminer. Fait que ça faisait un beau, pas un foreshadowing, ça faisait un beau comeback sur le match qu'il y a eu au Japon bien plus tôt avant ça. Exactement. Désolé. Après ça, Martel va s'éloigner un peu des rings de la WWF. En fait, il va rester avec la WWF, mais il va aller au Japon. Représenter la WWF pour le Super Wrestle Sports. Un genre de. Je ne sais pas si c'était un genre de tournoi ou c'était juste des matchs entre le Japon et la WWF à l'époque qui collaboraient. Je sais qu'il est parti là pendant quelques mois. Avant de faire son retour au Royal Rumble 92, c'est pour ça que je me mélange entre les deux tantôt. Il est revenu dans le Battle Royale 92, dans le fameux Battle Royale où tout le monde était. Il avait toutes les grosses stars. Puis à ce Royal Rumble-là, je pense qu'il a affronté un très grand lutteur, je ne me trompe pas. Hein? Martel, sur Rumble 92, qu'il y a un match? Non, c'est WrestleMania 7. WrestleMania, parfait. Mais il y a eu 92. Ouais, excuse. Puis à WrestleMania, il y a eu un match contre une légende de la lutte. Probablement une bio qui va être faite en 2023, je suis pas mal sûr. Et j'ai nommé un de mes préférés où j'ai, ma foi, quasiment toutes ses figurines. Tatanka. Tatanka qui a battu Rick Martel. Je m'excuse, Rick, si tu écoutes le podcast. Je pense que le meilleur a gagné. Ouais. Fait que Tatanka, Rick Martel, je les aurais adorés en équipe, eux autres. Ensemble, ça aurait futé pas mal. Non, pas du tout. Fait que Tatanka, qui était pas arrêtable à l'époque, qui a battu Rick Martel lors de WrestleMania 8. Un match que je vous conseille pas tant que ça. Là. Je veux dire, c'est pas le meilleur match de Rick Martel, puis c'est pas de la faute à Tatanka non plus. Tatanka qui est un excellent compétiteur malgré ce que TJ en pense. En Babyface, c'était correct. Son meilleur temps, c'était avec son heel turn contre Luger. Hein. Non, ça, à un moment donné, je pense qu'on va faire un podcast complet là-dessus. Oh, j'entends un bruit de flushing de toilette. Je pense que c'est Tatanka qui est dedans. Martel aura ensuite une rivalité contre Kevin Von Erich et une rivalité renouvelée contre Tito Santana, mais... Kerry. Kerry, c'est ce que j'ai dit. Ouais. J'ai-tu dit Kevin? Kevin, ouais. Je pense toi, Kevin Bray. Ouais, talk, hein. Kevin Von Erich, excusez. Puis après ça, il va y avoir une rivalité renouvelée contre Tito Santana, mais à ce moment-là, Tito Santana n'est plus Tito Santana, mais il est quoi? El Matador. El Matador, Tito Santana. T'as-tu aimé ce gimmick-là de Tito Santana? Ben, j'ai mis en Tito Santana avant, mais ça reste Tito Santana quand même. Là. Je ne peux pas chier là-dessus. Parfait. Je veux nous emmener directement, mon cher TJ, à un match que je vais vous conseiller, puis pas à peu près à part de ça, que j'ai écouté. Tu sais de quoi je veux parler? SummerSlam 92. SummerSlam 92, mon cher TJ, c'est là que je m'en allais. Wow. Shawn Michaels contre Rick Martel. Dans le coin de Shawn Michaels, Sherry Martel. Et là, SummerSlam 92, deux Pretty Boys, deux arrogants et deux heels, chose qu'on ne voyait pas tant que ça à l'époque. Là. Non. Heel contre heel à SummerSlam 92, qui était un match, ma foi, là. Moi j'ai adoré ce match. Un peu trop court, par exemple. J'aurais aimé ça faire plus longtemps, mais en même temps, je comprends aussi pourquoi ils n'ont pas fait si long que ça. Ouais. Mais ce qui était bon là-dedans, c'est le backstory, évidemment, qu'il y avait avec ce combat-là. Là. Ouais. Parce que, évidemment, j'étais Sherry Martel tantôt, mais
En plus, il n'y a aucune relation entre les deux. C'est pas une famille, là, Sherry Martel et Rick Martel dans le story. Il aurait pu faire ça dans le storyline aussi. Là. Une chance pour Rick. Elle est tellement fatigante. Arrête donc. Là. Le bio qu'on fait, justement. On va l'annoncer à la fin du podcast. Ben, trop d'argent, j'ai fait. Il y a personne qui a compris. OK, Sherry Martel. En tout cas, t'allais dire, hein? J'allais dire, oui, mais justement, Sherry Martel, évidemment, était avec Shawn Michaels en couple, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais évidemment, elle faisait des yeux pour Rick Martel, puis c'était réciproque aussi. Là, puis elle trouvait les deux très beaux. Fait qu'elle a dit, OK, vous pouvez vous battre contre, mais je veux pas que personne se frappe d'en face. Fait que pas le droit. Frapper vos good looks. Fait que c'est ça l'affaire du match, c'est qu'il fallait pas qu'ils se frappent. Puis je sais pas si tu veux te parler du match un peu avant que. Ben, moi, je trouve que c'est une dynamique le fun à avoir entre deux heels. Puis, Michaels, c'est un très bon technicien aussi. Fait que le fait de ne pas avoir de punch, pour Michaels, il n'y a aucun problème. Martel, c'est pas un gars qui a tant de punch que ça dans son arsenal. Je veux dire, c'est un gars pas mal plus... je dirais pas technique, mais plus... c'est un lutteur. Là, je veux dire, des arm drag, des crossbody. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que, c'est quelque chose qui marchait bien entre les deux. Évidemment, la fin du match m'a un peu déçu. Ouais, ben, c'est la fin du match. En fait, c'est qu'évidemment, pendant le combat, ben, il ne se fera pas d'en face, sauf que maintenant, à force de se pousser et de donner des claques à la gueule, ben, ils finissent par faire vraiment le mouvement comme si c'était pour se frapper. Puis Sherry a comme fait semblant de tomber d'un pomme. Fait que les deux, après ça, j'étais la voir. Puis il essaie de l'amener dans backstage les deux. Puis les deux s'empêchaient, ils se frappaient, puis l'autre tombait à terre. Puis ça finit que Mané, Sean avait Sherry dans les bras. Puis Martel est tombé avec un seau d'eau. Puis évidemment, le pire là-dedans, c'est que quand tu vois la réaction de la foule, c'est que c'est Martel le babyface là-dedans. Parce qu'il regarde la foule avec le bucket, puis il dit je le fais-tu? Je trouvais ça vraiment cool, le fait qu'il retourne un petit peu face pour un petit 2 minutes. Là. Ouais. Puis non, puis évidemment, il fait semblant de vouloir lancer sur Sean, mais dans le fond, il lance sur Sherry pour la réveiller. Mais dans le fond, la casse là-dedans, c'est qu'on se rend compte après, dans le milieu de leur brawl un peu qu'elle faisait semblant pour pas qu'ils se frappent. Puis tu vois, quand il allait plus loin, il se frappait, puis il avait juste levé sa tête de même, puis quand il revenait, elle faisait Mais regarde, non, mais c'est ça. Elle a bien joué son rôle là-dessus. Là. C'était quand même très bon. Puis j'ai aimé, comme je te dis, un peu que Martel soit face pendant un petit 2 minutes. Puis ça faisait du sens que ce soit Martel qui soit face pendant ce temps-là, parce que l'autre, il avait quand même son manager avec lui, Sean. Fait que ça fait du sens que ce soit Rick qui prenne ce rôle-là pendant le petit laps de temps. Très, très bon match que je vous conseille. Je vais vous en reparler à la fin du podcast. C'est quelque chose que les matchs contre la Hart Foundation, les matchs contre Shawn Michaels, on se trompe pas, on en parle depuis 3 ans. Michaels, Bret Hart. À chaque fois qu'il y a un bon match à suggérer, ils sont pas loin dans le palmarès. Fait que vraiment un match à aller voir. Puis ce qui est drôle, c'est qu'après la rivalité contre Shawn, Martel revient contre Tatanka, qui a une autre rivalité où il avait volé ses plumes, c'est ça? Ouais, il a volé ses plumes. il avait son petit béret, son petit chapeau, mais il y avait les plumes qui dépassaient. Puis... j'ai pas pris la photo, mais tu me l'avais envoyé sur Messenger, là, mais ouais, il avait volé ses plumes. Fait que la rivalité, c'était ça. Puis après ça, il y avait eu un Survivor Series match où Tatanka avait rebattu Martel et avait repogné ses plumes. C'est Survivor Series match ou c'est un one-on-one? Je pense que c'est un one-on-one. Un one-on-one. Dans le fond, le rematch de WrestleMania 7. 8. Ouais, match que Tatanka a encore gagné. Ben oui, hein. Écoute, quand tu es sur une lancée et que tu es un main event caliber, c'est ça qui arrive. Il est undefeated. Pendant combien de temps? Pendant 2 ans, mais il n'était pas vraiment undefeated. Je ne sais pas si tu savais, là. C'est pas vrai qu'il était undefeated. Hein. Ben oui, c'est vrai. Non, des house shows, des fois, il perdait. Ça compte pas des house shows. C'est juste des matchs de pratique. Tu perds pareil. Ça, c'est comme la AEW ils ont 64-2, mais ils ont lutté 30 fois dans l'année, puis ils n'ont pas d'house show. Fait que... Ben non, il n'y a pas personne qui est 64-2 first. Puis, Moxley a 54-2 et 3. Ben ouais, mais c'est pas grave. Pas de négativité, c'est Rick Martel. Ben, c'est toi qui as commencé. Là. Je sais, c'est moi qui ai commencé. En 93, la WWF laisse un peu de côté Rick Martel, semble un peu l'oublier à travers tout ça. Un personnage que peut-être sous-estimé dans le sens que qu'est-ce qu'il avait dans les mains. Je pense qu'il n'était pas au courant de la richesse de Rick Martel, de son personnage, de sa lutte. Je pense que Rick Martel était très over aussi avec les fans.
Mm-hmm. Il aurait quand même quasiment pu être un face, même avec ce personnage-là. Il y aurait eu moyen de travailler un peu la chose. Pour des raisons que j'ignore, Vince McMahon n'a pas donné suite à ça. Il y a quand même eu une couple de matchs assez mémorables. Puis il y a eu une Battle Royale où dans le fond, une Battle Royale qui impliquait plusieurs lutteurs, puis c'était pour le titre intercontinental par la suite. Laissé vacant par Shawn Michaels. Laissé vacant par Shawn Michaels parce que Shawn ne perd jamais une ceinture. Ben, il y a l'affaire de Red aussi. Là. Exact. Puis Battle Royale remporté par Rick Martel et par un autre excellent lutteur qu'on a fait la biographie plus tôt cette année. Ouais. Le regretté Scholar Razor Ramon. Oui. Donc, puis, un petit fun fact à la fin de ouais, Battle Royale, c'était Martel, Razor Ramon et les Québécois. Hey, c'est fou, hein? C'est fou raide. Ouais. On était bien représentés lors de cette Battle Royale-là. Ouais. Donc, Martel et Razor Ramon qui se sont bataillés pour le titre intercontinental. Ça s'est passé lors de Raw. Mm-hmm. Malheureusement, Rick Martel n'a pas remporté le titre. Là. Ça a été remporté par Razor Ramon. Puis si je peux te faire une confidence. Là. Attends. Approche. Vas-y. C'est mon match préféré de Rick Martel. Ouais, contre Razor à Raw? Ouais, c'est mon match préféré de Rick Martel. Il y en a plein que j'aime beaucoup, mais je pense que c'est mon match préféré. Je pense que le fait qu'il y avait le titre en jeu a aidé beaucoup pour ça aussi. Là. Ouais, il y a une histoire, il y a quelque chose de captivant. Puis en même temps, il était un peu laissé de côté. Ben, dans ce temps-là, peut-être que nous autres, on s'en rendait pas compte, là, mais... Ouais, mais j'avoue, les matchs Razor, ben... Ouais. Mais ça va peut-être changer, mais que je regarde celui contre Ric Flair aussi, là, ça se peut, je l'ai pas vu, là. Non, je pense pas. Non, ok, parfait. Je pense que dans notre ADN de lutte, Golden Era puis ces affaires-là, nos bons matchs sont là, je pense. T'sais, oui, mais ça reste que si je regarde maintenant puis je trouve ça vraiment bon, je ne ferais pas Golden Era c'était meilleur. Si c'est bon, c'est meilleur, c'est meilleur. Là. Ouais. Puis parlant de très bon, à WrestleMania 10, qui était un excellent pay-per-view, évidemment avec tout ce qu'on sait sur Brett, Owen et la fin glorieuse. À WrestleMania 10, et là, permets-moi de prendre mes notes pour ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à parler. Il était supposé avoir un 10-man tag match à WrestleMania 10 entre les Smoking Guns, Tatanka, 1-2-3 Kid, Sparkplug Oli. J'ai tout nommé les 5, ouais, ok. Contre les Wild Samoan, Jeff Jarrett, IRS, puis Rick Martel. Edge Shrinkers. Edge Shrinkers, j'ai dit Wild Samoan, ouais, excuse, j'ai fait un petit lapsus. Ouais, Edge Shrinkers. Hey, ça, c'est un match calice. On dirait que c'est fait pour moi, ce match-là. Ouais. Mais un tag match, vas-tu le dire? Un 10-man tag match qui n'a pas eu lieu à WrestleMania 10, mais qui a eu lieu le lendemain à Raw. Ouais. Mais ils l'ont tapé le lendemain, ça a été mis en onde 2 semaines après, je pense. Sais-tu la raison pourquoi ils ont annulé ça? Est-ce que la carte était trop stack ou. Non, ben oui, je sais que c'est pourquoi. Sûrement, mais c'est pas. Sinon, c'est à cause que le match de Razor et Shawn était overtime. Ah, c'est à cause de ça? Ouais, fait qu'ils ont coupé, du temps ils ont coupé tellement de temps de match qu'ils n'ont pas eu le choix de canceller le match. C'est pour ça que, je ne sais pas si tu te souviens, WrestleMania 10, cette année, après le combat de Ladder, il y a un segment où tu vois les heels dans le locker room, puis ils chicanent pour savoir qui va être le capitaine. Puis tout. Ouais. Puis évidemment, ben, ils chicanent, fait que c'est la raison pourquoi le match est cancellé en kayfabe, c'est ça. Mais pour vrai, c'est parce que le match de Shawn puis Razor était overtime. Même que backstage, après le combat, Randy Savage, il n'a pas envoyé chier, mais il était en crise contre Razor puis Shawn parce qu'ils ont été overtime puis qu'ils ont coupé du temps de un WrestleMania Payday à des gars qui avaient un match qui s'en venait. Fait que, oui, le match, c'est. Ouais. Quand je check ça avec Hindsight 2020, tu sais bien que le match est bien important qu'un 10-man tag throwaway comme ça. Ouais. En même temps, c'est plate pour les 10 lutteurs, mais le match Razor contre Shawn, c'est un des classiques de tous les temps. Fait que tu peux pas vraiment dire que s'il n'y aurait pas dû parce que, tu sais. Mais je comprends le point de Randy où que, justement, tu perds de l'argent puis que WrestleMania 10, c'est un gros pay-per-view, c'est un bon pay-per-view. Une question de respect aussi. Là. Question de respect. Les gars veulent être là, les gars veulent performer. Puis je pense que tu regardes là-dedans, t'as pas des mauvais lutteurs. Là, je sais qu'est-ce que tu penses de Tatanka et IRS. Là, malgré le fait que dans ce match-là, je pense que tu aurais pu faire quelque chose de. Mettons, entre 5 et 10 minutes, tu aurais pu faire quelque chose d'assez rapide, bon, puis pour plaire à tout le monde.
des spots, là, tu sais. Mais bon, je comprends. Mais si on veut y aller avec une note plus positive, le lendemain, c'était Para, puis Team Martel avait gagné ce combat-là. Donc, si c'est un plus pour... vu qu'on est dans la biographie de Rick Martel, ben c'est ça. Rick Martel a gagné, son équipe a gagné le combat. C'est fou pareil parce qu'on parle de Rick Martel, on a parlé beaucoup de son avant-model, avant WWF, qui semble vraiment plus longue, sa carrière, qu'à WWF. Parce qu'on approche 94, on est rendu là. C'est presque déjà la fin pour Rick Martel. Son dernier match télévisé à Rick Martel a eu lieu en 1994. Puis là, tu vas me dire que ce n'est pas son dernier match, mais j'y viens. 94 contre mon préféré, Lex Luger, à la télévision. Martel a travaillé aussi dans d'autres matchs, mais c'était des house shows. Le dernier match télévisé, c'était contre Lex Luger en 94. En 95, Martel est revenu dans une apparence surprise dans le Royal Rumble. Ouais. Important de mentionner, quand je dis que c'est son dernier match, ben, il a fait une autre apparence en 95. Rick, par la suite, a continué à travailler beaucoup à des shows au Québec, dans notre territoire. C'est impliqué. Donc, il n'a pas arrêté du jour au lendemain, puis c'était fini. Puis, tu trouves pas ça que ça a arrêté vite de même pour Rick à WWF? Il y a eu quelque chose, là, non? Ben oui, mais en même temps, comme tu as dit tantôt au début de la bio, là, quand il commençait à lutter des années 70, là, puis il est rendu à 94-95, parce que il faut dire aussi que Rick Martel était beaucoup dans le real estate, là, des affaires de propriété. Oui, c'est vrai. Puis il voulait vraiment, il faisait ça en plus de lutteur de WWF, fait qu'il voulait vraiment se consacrer là-dessus. Fait que ça que sa carrière était un peu wind down. Mais, oui, je comprends que c'est un peu décevant, mais il lutte depuis 1971-72, fait que, c'est pas... ouais, c'est ça. Pas évident, là. Ouais, mais tu parles de, oui, dans l'immobilier et tout ça, mais, je veux dire, si Rick Martel gagne le championnat intercontinental contre Razor Ramon, si Rick Martel a une legit shot à l'intercontinental puis qu'il fait un bon run dans le mid-card, que moi, je pense que on parle souvent, nous autres, entre nous autres, qui c'est le meilleur lutteur à jamais avoir remporté le titre ou World Title ou Intercontinental. Je pense pas que Rick Martel, avec tout le respect que j'ai pour lui, je pense pas que c'est un World Champion Material, mais je pense que c'est un... Non, mais je pense que c'est un des très très bons intercontinentales. Je pense je préfère Mr. Perfect comme lutteur, mais Rick Martel, il faut que tu le mettes dans la discussion. Oui, évidemment, c'est sûr, mais il y a beaucoup de monde qui a gagné le titre à WWF en solo. Là. Regarde peut-être DiBiase. Ça en est des gars de même aussi. Owen a gagné le titre en solo, évidemment. Ouais. Mais non, c'était un gars qui était vraiment dans le upper mid-card, si on peut dire ça comme ça, vraiment genre Intercontinental Division, si on veut. Là. Puis non, c'est sûr qu'un ring, ça aurait pu être le fun pour lui, mais en même temps, je sais pas, regarde, ils ont choisi de faire Perfect, ils ont choisi de faire Recruit. C'est pas comme si c'était des gars qui tu peux dire que Martel est vraiment, vraiment supérieur. C'est une question d'opinion, évidemment. Ouais. Mais du monde comme eux autres, ils ont leur chance. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir une run avec une belt non plus. Là. Non, je sais, mais moi, je pense des programmes, tu parlais de Recruit, puis de Perfect, puis de Razor Ramon, puis je pense que si tu mets tous ces gars-là, puis tu fais des programmes peut-être 1 an, 2 ans avec. Hey, t'en avais là, du stack. T'avais du monde là, dans cette division-là que t'aurais pu. Qui était quasiment meilleur que les. T'avais Brett, t'avais Sean, t'avais Diesel. Mais dans cette mid-card-là, la mid-card était quasiment plus forte que la division en haut parce que, à part Brett et Sean qui font des matchs quasiment 5-star tout le temps, oui, j'aime Diesel, oui, j'aime Taker, oui, j'aime Yokozuna, mais les Martel, Ramon et compagnie dans le mid-card, je pense qu'ils font des pas mal meilleurs matchs, là, si on s'entend. C'est la Workhorse Title, l'Intercontinental à l'époque. Fait que moi, je pense que... Je sais pas, ils ont leur raison, là, c'est une business, là, on sait comment que ça marche, là, mais je pense que Rick aurait mérité au moins 2-3 ans dans ce créneau-là. Ouais, mais regarde, en même temps, on sait pas ce qui se passe. C'est ça, on connaît pas tout. Peut-être que lui ne voulait pas être dans le spotlight tant que ça, il voulait juste avoir un rôle, puis lutter, puis c'est tout. Là. C'est ça, c'est dur à dire, on n'était pas là, comme dirait l'autre. En 98, Rick apparaît à la WCW, où ce que la gimmick de model est pas mal morte à cette époque-là, dans le sens que ça fait... Il est un peu dans le même style, mais en même temps, ça a perdu beaucoup de son lustre, évidemment, plusieurs années plus tard. Le monde évolue, on est ailleurs.
Il n'obtient pas le même succès. Par contre, à un certain Nitro, Rick Martel affronte le champion de la télévision à l'époque, qui est Booker T. Les mêmes patrons de Booker T a remis récemment pour un match de son école de lutte. Rick Martel a réussi à devenir champion de la télévision contre Booker T. Mais mon cher TJ, ça a été de courte durée parce qu'à Super Brawl Hit, la semaine d'après, Booker T reprend son titre, mais un match que Martel devait gagner dans les faits, parce que Rick Martel s'est blessé 2 fois dans ce match-là, la jambe d'un corde, il a été ligament déchiré et une brisure de la jambe aussi. Ouais, ils ont encore le finish on the fly. Là, puis, ouais, exactement. Quand le finish on the fly. Fait qu'évidemment, Booker T a gagné ça. Il allait justement, s'il le gagnait à ce combat-là, affronter Perry Saturn après pour. C'était genre un gauntlet, là. Puis il devait justement gagner le gauntlet au complet. Mais la blessure, ils ont fait le switch. Mais non, c'est dommage, regarde, mais c'est un reminder comme quoi la lutte, des fois, juste un accident, puis garde, ta carrière peut être finie ou bien tu peux être blessé longtemps. Puis comme tu parlais tantôt, il luttait depuis déjà plusieurs années, fait que il y avait du minage, là. Évidemment, le corps, des fois, plus tu vieillis, plus c'est difficile, puis plus que les blessures surviennent. Mais il a quand même tenté un retour par la suite, après sa blessure dans la même année. Puis, ironiquement, c'était contre le frère de Booker T. Ouais. Même match, s'est blessé au cou. Puis, ouais, c'est contre Stevie Ray. Ouais. Fait que s'est blessé, puis après ça, il a décidé d'accrocher ses bottes, mais par contre, c'était pas le dernier match de sa carrière. Le dernier match de sa carrière a été fait à Hawaii, dans un où il a gagné son match dans un show qui s'appelait le Metal Maniac. Hawaii, je ne connais pas ça, mais bon, c'est ça qui est arrivé. C'est ça, la carrière de Rick Martel. Il a accroché ses bottes par la suite. Évidemment, dois-je vous rappeler que je sais que pour certains, ça ne veut rien dire. Pour moi, il y a quand même un petit velours que Rick Martel ne soit toujours pas dans le WWE Hall of Fame. Mais c'est son choix, je pense. C'est son choix? Ouais, je pense que c'est son choix. OK. Si c'est son choix, je respecte ça. Mais dans mon cœur, c'est un Hall of Fame. Je pense, je ne suis pas sûr à 100%, mais je me semble d'avoir déjà entendu parler comme quoi il voulait être c'est facile le plus possible, puis ça n'intéressait pas d'être dans le Hall of Fame. Ouais, il y a beaucoup de monde qui dit ça, qui ne sont pas intéressés, puis quand ils appellent, mais finalement, je vais le faire. C'est comme Scott Steiner avait dit qu'il ferait vraiment aller en enfer que faire ça, puis regarde, l'année passée, il était dedans. Oui, Scott Steiner, c'est un autre personnage. Ouais. Un autre genre de personnage. Ouais. Mais tu n'as pas dit, avant qu'à la WCW, Rick Martel, il était supposé être revenu à la WWF en étant dans un tag team qui s'appelle les Supermodels. Il était pas venu avec son rôle qui était avant, avec The Model Martel. Et son partner qui était supposé être lui, c'était Don Callis. Ah, ça, je ne savais pas. Oui. Évidemment, Don Callis, évidemment, ça, il avait les cheveux longs, puis il était un peu plus pretty boy à l'époque. Mais non, il était en train de revenir ensemble à la WWF. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas fonctionné. Je pense que Martel s'est disputé avec McMahon pour de l'argent, je ne sais pas trop. Puis c'est après ça qu'il était à la WCW. Puis c'est dans le temps que dans le cas c'était à la WWF quand il était le Jackal. Ouais. Il était avec la Truth Commission puis Kurgan aussi. Ouais, c'est vrai. Puis c'est ça, c'était le backup plan parce qu'au début, il revenait avec Martel, puis il était les Supermodels. Puis éventuellement, il aurait sûrement filé contre les équipes contre Darren Christian. Ça aurait pu être vraiment très bon. Fait que c'est dommage, mais. Ouais. En même temps, moi, il est tombé sur ses pieds puis il était à WCW qui a un bon run quand même. Puis ce qui est fun là-dedans, c'est que je ne sais pas si tu l'as mentionné tantôt, mais il est tombé à WCW en babyface. Oui, c'est vrai. Il n'a pas été heel, puis il était, tu sais, Martel, évidemment, on sait que son charisme est très fort, là, qui était un très bon heel. Mais Rick Martel en babyface, là, c'est vraiment, là, c'est dans mon livre à moi, c'est un des top 10 babyface. Genre, quand il est dans un ring, là, il y a tellement de fire, puis la foule est dedans, là, puis ses comebacks sont tout le temps sharp, là, je te dis, là. Quand tu regarderas des matchs de Rick Martel dans Strike Force ou en tag team, là, quand il fait la bataille puis qu'il arrive, là, puis il est de même, là, comme ça, la foule se lève debout, puis je te dis, il est écœurant. Mais c'est ça, on parle même pas du model, on parle juste de Rick Martel, on parle pas du personnage. AWA, c'est pareil, là, c'est un gars, à la base, oui, de model, mais à la base, c'est un gars énergique, comme tu dis. C'est ça, il apporte, c'est son style de lutte, c'est ça, là, il laisse tout dans un match. Puis, à la fin, il devait blowout, là, je veux dire, dans le sens qu'il y a peut-être un bon cardio. Là, mais, ouais. C'est un excellent babyface.
Évidemment, il y a eu plusieurs événements au Québec avec Rick Martel. Il a été, je pense, si je ne me trompe pas, il a été nommé AWA Hall of Fame aussi. Okay. Il y a eu des apparitions à la TOW de Marie Blondin, qui avait été honoré aussi à Montréal. Ça, c'était dans ses dernières apparitions. Je pense qu'on l'a vu en personne. Il y en a sûrement eu d'autres, mais je ne suis pas au courant de toutes ces apparitions. Mais, il a fait un show à Québec en 2003. Ouais. Il y avait, après le combat, après le main event, Brock Lesnar qui était là comme champion à l'époque. C'était une surprise, puis il l'a fait arriver dans le ring, puis il serré la main, puis on s'est débarrassé avec lui à la fin du show. Puis aussi, il y avait, je pense, la of Champions 2007, je pense qu'il était dans la folle avec justement Tony Gurria. Pour vrai? Puis, puis il y avait un match. Wow. C'était, dans le fond, c'était Jimmy Snuka, puis Sergeant Slaughter contre Deuce et Domino pour les tag belts. Puis, puis après le combat, évidemment, Domino puis l'autre, ils ont pété Snuka puis Slaughter. Puis c'est Gurria puis Martel qui a fait le save. Puis évidemment, là, tu vois dans son comeback, quand il arrive dans le ring puis qu'il pète le Deuce et Domino, tu vois son babyface comeback de malade. Puis, là, sois honnête, là. Quoi? As-tu ça dans tes notes? Non, mais je m'en serais rappelé si tu me l'aurais demandé. T'es pas normal. C'est pour ça que c'est dans l'encyclopédie, t'es pas normal. Ça n'a aucun sens que tu te rappelles de ça. Je ne sais même pas si Rick Martel s'en souvient lui-même. Ben là, j'espère que oui, là, quand même. Là. Ben non, c'est ça. Excuse-moi, faire un save avec 12 et Domino, pas tout le monde qui se rappelle de ça. Là. Des fois, tu veux peut-être l'oublier aussi. Ah, mais il était champion dans ce temps-là, puis il n'y avait pas de contender, puis c'était des surprises, Slaughter puis Snuka, tu sais. T'es incroyable. Ça n'a aucun sens. Faut que tu te fasses soigner. Mais non, fais-toi pas soigner parce que sinon le podcast va prendre une débarque. Sinon, carrière de Rick Martel, avant que je passe à mes suggestions de match que je vous ai déjà pas mal suggérées, mais j'en ai d'autres. Rick Martel, souvent je te le demande, tu le places où dans l'histoire? C'est quoi Rick Martel? C'est un des meilleurs mid-card. Ouais, je l'ai quand même fait un peu tantôt avec toi quand j'ai dit l'affaire de Babyface, là, comme quoi que vraiment, là, sans mettre des accomplissements, puis il y a des 5-star matchs ou whatever, là, côté in-ring, là, quand il arrivait, quand il était en Babyface, il était excellent. Puis le charisme qu'il avait en tant qu'il était excellent aussi. Fait que je te dis, je peux pas te dire le top 10, top 15, whatever, mais c'est un des très bons lutteurs vraiment à avoir fait ça. Que j'ai un peu plus, même si j'ai plus de souvenirs de lui en heel, je dirais que je l'ai beaucoup aimé en babyface, même que je l'aimais plus en babyface, mais en même temps, regarde, moi je suis un gars de babyface, toi t'es un gars de heel souvent. Là. Mais je vais t'étonner. Ah ouais? Je vais t'étonner parce que Rick Martel, pour moi, ça a toujours été le model, puis le heel. Mais en faisant la bio, en regardant des matchs, en faisant de la recherche, j'ai quasiment mieux apprécié son côté babyface tag team. Ah, il était carrément. Tu vois qu'il est venu me chercher ailleurs. C'est pour ça que je t'ai texté. C'est une des meilleures bios que je suis en train de travailler en ce moment, que j'adore faire ça. Ouais. Moi, j'aime de la recherche parce que, tu sais, j'ai moins l'aspect... j'ai pas tout vu. J'ai pas vu autant de matchs que toi, puis je connais ma lutte, là, évidemment, mais je veux dire, il y a plein de matchs que j'ai pas vus, puis que c'est pour ça que j'aime faire les bios, puis que j'aime faire le podcast, c'est que je découvre des trucs en même temps, puis en même temps, c'est parfait, parce que si jamais je ferais juste des affaires que j'ai toutes déjà vues, à un moment donné, je me tendrais. Ouais, c'est ça, c'est mais puis la lutte, il y a beaucoup d'histoires. Fait que je te dirais qu'il est allé quasiment even dans le heel puis dans le face. Fait que ça, c'est très cool. Ouais. Fait que pour moi, c'est un des meilleurs babyface tag team. Puis en heel, évidemment, j'aurais souhaité une meilleure mid-card run, mais ça, c'est ça. C'est des choses qui arrivent. Sinon, je suis sûr que tu en as aussi des matchs préférés de Rick Martel, des matchs à suggérer. On en a parlé tantôt. WrestleMania 3, c'est pas le meilleur match, mais c'est un match historique, puis ça commence un show spectaculaire. Rick Martel contre Shawn Michaels, SummerSlam 92, malgré la fin un peu laissée à désirer, c'est un match à voir, un des bons matchs. Rick Martel contre Bret Hart, Madison Square Garden, 1989 à Primetime Wrestling, et celui à Primetime Wrestling, il y en a deux. Il y a eu des bons matchs avec la Hart Foundation, mais ces deux matchs singles-là contre Bret Hart, encore une fois. Évidemment, au Japon contre Ric Flair. Razor Ramon à Raw, qui est, comme tu disais tantôt, peut-être un de tes meilleurs matchs à vie de Rick Martel. Et j'en ai deux autres qui est off the radar un peu. Contre Owen Hart à Mania Gen, single, puis à Wrestling Challenge 89 contre un certain Jerry Lynn.
C'est vrai, ouais, je me rêve. Donc, ça, c'est tous des matchs que j'ai écoutés en faisant la recherche de Rick Martel. Fait qu'allez voir ça. Ouais. Puis, tu sais, pour le reste, il y a beaucoup, beaucoup de trucs de lutte internationale que, pour vrai, c'est à découvrir. Ouais. Puis, un seul truc que j'ai bien aimé, là, c'est qu'un match qu'on va faire bientôt pour un review qu'on fait bientôt. C'est un match 3 contre 3. Lui, avec les fabuleux frères Rougeau contre les Rockers et Tito Santana, qu'on fait très bientôt à SummerSlam 89. Ce match-là aussi est vraiment, vraiment bon. Puis, évidemment, aussi le match contre les Brain Busters de WrestleMania 5 avec le fameux heel turn de Martel. Là, je vous suis allé voir ça juste pour voir au moins la promo d'après-match. Là. Puis non, sinon, c'est pas mal ça, là, les matchs que tu as dit, c'est pas mal ça que j'ai en tête. Là. Moi, il y a toujours un match que je vais me rappeler que quand tu parlais Off the Radar, c'est vraiment ça. Là. C'est genre, il y avait un match à Wrestling Challenge, je pense, c'était contre Bastion Booger. Oui, ouais, tu l'as vu, ouais. Oui, je l'ai vu. Fin, ben, l'autre, il met son parfum sur l'autre, puis c'était écœurant, là. Même que ça aurait été malade, là, pour vrai, qu'ils fassent un genre de team ensemble, là. Puis Martel, il essaie de montrer les bonnes manières, puis il commence à habiller classe, puis il perd du poids, puis mettre du parfum, puis tout, ça aurait été malade. Ça aurait été le genre de WWE et WWF de faire ça en plus, de matcher deux personnages comme ça. Si tu mets Booger puis Martel en ce moment de WWF, je suis sûr que c'est une affaire qu'il ferait sûrement. Puis regardez ça, c'est sur la chaîne de la WWE, il l'a sur YouTube, ce match-là. C'est là que je l'ai écouté. Je voulais pas en parler parce que je me suis dit, comme Bastion Booger, mais là tu l'amènes. Fait que moi je l'ai écouté, fait que je trouve ça encore plus nice que tu le dises. Des fois, c'est ça qui est le fun, des matchs random là, que tu n'écouterais jamais, là, que tu pop ça sur YouTube, puis c'est drôle. Parce que c'est facile à dire tous les gros matchs, WrestleMania puis Survivor Series, ces affaires-là, pas tout le monde les connaît, mais c'est des petits matchs des fois qui nous surprennent, des matchs du Japon qu'on n'a pas vraiment écouté, d'autres petites affaires de même. Fait que c'est ça. Puis en plus, tu parlais, gars, on va y aller tout de suite, là. On va y aller avec notre prochain rendez-vous. On va avoir un travail à la table la semaine prochaine qu'on ne peut pas vous dire à 100% encore. On est supposé d'avoir un invité, on vous garde la surprise. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ça va être l'autre. Ouais. Mais au podcast la semaine prochaine, tu as parlé d'un event, tu as parlé d'un show qui s'en venait, mais c'est celui-là. Là. Ben oui, on commence avec SummerSlam 89. Enfourchement d'été. Enfourchement d'été, oui. Puis 1989, évidemment, le main event, c'est Macho Man, Randy Savage et Zeus contre Hulk Hogan et Beefcake Barber, comme dirait Zeus. Ouais, regarde, pas tous des winners non plus. Qu'est-ce que tu veux quand t'es un chum, c'est un chum, hein? Ouais. L'histoire est bonne, fait que c'est pas comme si c'était de quoi de dégueulasse. Là. Même que le main event de ce show-là, il n'est pas si pire, All Things Considered, à la fin. Là. Ouais. Non, fait que c'est ça. La semaine prochaine, on fait ça, sur le 89. Puis probablement la semaine d'après, on va construire ça avec un autre enfourchement d'été. Ouais. Avec l'édition de 1993, avec le Lex Express qui débarque à SummerSlam 93 pour affronter le champion défendant Yokozuna, avec évidemment son entourage de M. Fuji et James E. Cornette. Ouais, puis sans vous voler de punch, on choisit tout le temps un ou deux pay-per-view chaque. Dominique, qui est lequel? C'est ça. TJ a choisi 89, j'ai choisi 93. Moi, Justement, le monde aurait pensé que j'aurais pris Luger, moi. C'est vrai. Mais moi, je pense que j'ai une histoire particulière avec 93 que je vous raconterai au rendu le moment, là, évidemment. Ouais. Puis sinon, ben, pour nous suivre, TJ, tu l'as dit au début, mais on va leur dire. Je vais y aller parce que je vais te laisser continuer avec ce qu'on a parlé au début par la suite pour closer ça. Ben, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Balado Québec en audio, évidemment sur YouTube en vidéo. Sinon, les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, on est tout le temps présent. Twitch, on va revenir bientôt. Donc, on est partout. On a beaucoup de choses qui s'en viennent. MyGM sur chaque lundi 19h sur YouTube seulement. À travers la table qui va être là aussi sur YouTube le mercredi. On était censé slacker, mais c'est un site, ça n'arrête pas. Ça me fait chier de vous dire ça, là, pour ceux qui écoutent le podcast et qui aiment vraiment ça. C'est qu'on a d'autres surprises que je ne peux pas vous dire pour l'instant, mais il y a du lourd qui s'en vient, comme diraient les amis français. Ah, ils disent ça, l'autre? Ils disent du lourd, oui, exact. Ouais. Fait que, avant de vous laisser pour ce beau podcast, c'est Bio Martel. Merci beaucoup, Marco, d'avoir fait cette belle promo-là. Ça me fait plaisir. Bio, je voulais dire, pardon. Ouais. Et ça, fait que, avant de vous laisser, on va parler, évidemment, ce que j'ai dit au début du podcast, la prochaine signature pour la Live Wrestling Auction, dans le fond, le Firehouse de notre ami Firestorm et aussi son partner Joe McCarthy du Joe Wrestling's Corner. Avec Billy D, Axe Demolition, qui va être là pour une signature, une sorte de dédicace le 18 septembre de midi à 2h.
Ouais. avec, comme vous voyez à l'écran sur YouTube, 2 8x10 pour 60$, avec évidemment signé par Axe lui-même. Et aussi, une belle petite promotion pour ceux qui sont qui comptent avoir une belle auction de la LWA. Et suivre aussi, aller voir Billy D. Ouais. Oui, oui, voilà. Chaque nouveau membre de la LWA qui mentionne en geste de métal sur le premier achat sur un live en direct du Firehouse ou lors de la journée de signature de Axe va recevoir un cadeau spécial gracieuseté de Firestorm et la LWA. Ouais. Ça peut être, comme je dis tantôt, une figurine, un magazine, un livre, des cartes à collection, ça peut être n'importe quoi. Fait que vous avez un beau petit cadeau si vous dites en geste de métal dans un live quand vous achetez un item ou pour voir Axe. Fait que profitez-en. C'est le fun. Juste pour dire en geste de métal, vous avez un petit cadeau. Fait que c'est parfait. Ouais. Puis sinon, on va se voir là-bas. Oui, on va en parler évidemment. Fait que ceux qui ont manqué le podcast aujourd'hui, ils vont savoir plus tard. Parfait. Puis moi, j'avais une petite affaire à rajouter, TJ, que j'avais oublié de parler, puis je m'en excuse, mais il faut que j'en parle. Parce que là, on est le 18 aujourd'hui, non? Le 16, excusez. Le 16. Ouais. Mais vendredi, samedi prochain, on sera sur place. Il y a le show de la FLQ au festival Juste pour rire. Et là, il y a du lourd. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire ça. Oui, hein, français à cette heure. Nos amis de la FLQ, évidemment, qui sont venus sur le podcast, qu'on est allé rencontrer Bruce avec eux autres. Un show extérieur gratuit sur la scène. J'ai oublié le nom de la scène, c'est marqué quelque part. La salle. Excusez. Beneva, oui. Le Beneva. Animé par qu'est-ce qu'il y a? Je pointe le post. L'humoriste Martin Vachon, que vous avez pu voir notamment dans Big Brother de l'année passée, Célébrité. Un triple match entre Paranoid Jake Matthews, Darko, puis FTM, puis son serpent fatigué. FTM, Beast King, FTM, un peu de respect, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Laisse faire. Et le main event, surtout, pour le championnat de la FLQ, un de mes chouchous qu'on a reçu au podcast cette année, Handsome GF, qui était, ma foi, très sympathique. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Je ne le connaissais pas tant en tant que personne. Je l'ai vu sur la scène indépendante, évidemment, dans le passé. Il va affronter l'ancien membre du Dark Order et aussi l'ancien membre de l'équipe qui formait avec Evil Uno, les Super Smash Bros. Stu Grimson qui va être là contre Handsome GF pour le titre de la FLQ, détenu par Stu Grimson depuis plus de 1000 jours. Un vrai Roman Reigns. Oui, en effet. Puis justement, en parlant de Stu Grimson, il y a eu un autre titre récemment contre Benjamin Toll. Oui. Oui, j'attends que tu le fasses. C'est ça, là. On a fait le tour. J'espère que vous avez apprécié une autre biographie sur Rick the Model Mortal. Si jamais, M. Martel, vous écoutez le podcast, j'espère que ça vous a plu. Merci encore une fois pour votre carrière. Merci pour ce que vous avez accompli. Merci pour l'image que vous avez projetée pour les Québécois. Très, très apprécié. Sachez-le. Oui, fait que votre arrogance était très appréciée. Oui. Fait que TJ. Oui. Fait que merci beaucoup, merci. Marc, tantôt. Merci pour la biographie très bien faite. Tu t'améliores de bio en bio. C'est vrai, je suis rendu à un bio. Je devrais prendre exemple là-dessus quand je mange. Exactement. Fait qu'en attendant, bonne soirée, bonne journée, bon n'importe quoi à tout le monde. Puis on se voit la semaine prochaine sur SummerSlam 89. Fait qu'en attendant, on y va.